La séance d'aujourd'hui va examiner comment nous considérons et comment nous pouvons vérifier le contenu visuel en ligne. Je ne sais pas combien de séances nous avons faites. Je crois que c'est la 6e séance de notre cours d'apprentissage flexible sur les vaccins. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ce cours est conçu de manière à ce que vous puissiez suivre toutes ces séances de manière indépendante. Mais si vous voulez écouter l'une des séances antérieures, vous pouvez le faire. Elles sont disponibles sur notre site en anglais et dans les différentes langues. Pour aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est ce que vous voyez, pourquoi la désinformation visuelle est si importante. Nous allons parler de la puissance des images pour ce qui est de transmettre des informations et donc pourquoi nous devons chercher ce genre de contenu dans le cadre de nos recherches et de nos projets de collaboration. Nous allons parler des 5 piliers de la vérification qui constituent la base de notre travail de vérification ici à First Draft. Et donc, c'est quelque chose que nous faisons pendant toute l'année. Et nous aborderons également les outils et les ressources à votre disposition pour faire ce genre de travail. Et certains des outils sont en source ouverte et sont disponibles en ligne parce que le prix ne devrait pas être un frein à votre travail. Donc, pour le contenu visuel en ligne, c'est quelque chose que nous faisons depuis nos débuts en tant qu'organisation à but non lucratif avec le contenu généré par les utilisateurs. Si c'est la première fois que vous êtes là avec nous, vous ne savez pas qui je suis Laura Garcia, je suis directrice formation et support à First Draft et sur Twitter, vous pouvez me joindre @LauraGRB. Parlons de la puissance des médias visuels. Donc, nous avons parlé de ce rapport auparavant, mais si c'est la première fois que vous le voyez, nous, alors quand je dis nous, je veux parler de mes collègues du service de recherche à First Draft. Nous avons examiné un très grand nombre de messages sur les plateformes en ligne et sur les réseaux sociaux sur les vaccins, les bons messages, les mauvais messages. Et nous avons fait cela en novembre l'année dernière. Il s'appelle Under the Surface. Et avec ce rapport, nous avons examiné quelques points. Il y avait des vidéos où 51% de tout le contenu qui faisait partie des données étaient des photos et des vidéos. Et en réalité, ce chiffre ne correspond pas à la réalité parce que il arrive peut-être, par exemple, que quelqu'un mette un mème sur les vaccins, mais ne met pas le mot vaccin dans le texte et nous passons donc à côté car nous utilisons le mot vaccin pour faire nos recherches. Ce qui signifie donc que ce chiffre de 51% ne représente pas le véritable volume d'images et de vidéos que les gens utilisent pour discuter sur les vaccins, sur les choses qui les inquiètent et les questions qu'ils ont. Il y a un exemple du côté gauche d'un article de World of Buzz selon lequel une fillette de 11 ans serait décédée après avoir été vaccinée à l'école car le médecin ne savait pas qu'elle avait de la fièvre. Et on peut voir que cela a été mis sur Instagram. Et il y a plusieurs manières de faire des recherches sur ces différentes plateformes. Nous allons en parler dans un petit moment. En parlant des plateformes, nous avons également relevé des différences marquées quant au genre de contenu partagé sur les espaces. Dans les 3 langues que nous avons analysées, à savoir anglais, espagnol et français, regardez les cas sur Instagram. Instagram est une plateforme visuelle. Elle se base sur les images, sur les vidéos, et même si parfois les gens peuvent écrire quelque chose de court avec leurs images, la plupart du contenu que nous voyons est visuel. Et il représente une grande partie du contenu que nous analysons dans ces espaces. Et cela nous rappelle que c'est vraiment un moyen important et puissant de transmettre des informations. Les images sont très faciles à avoir. On peut facilement faire une capture d'écran sur le téléphone et la partager avec d'autres personnes. C'est donc un moyen très puissant de partager des messages sur les vaccins, sur les élections, sur tout ce qui nous intéresse. Et pour évoquer un autre exemple d'un projet que nous avons effectué, c'est le projet de collaboration et nous l'avons fait la dernière fois qu'il y a eu des élections. Nous avons créé une ligne de signalement sur WhatsApp dans le cadre de ce projet qui s'appelle Comprova. Et tous les renseignements que les gens recevaient dont ils n'étaient pas sûrs, ils pouvaient nous les envoyer pour que nous les vérifions.
Nous avons reçu des milliers de messages et du côté gauche, nous avons comparé le type de contenu que les gens nous ont envoyé à travers cette ligne de signalement et nous voyons que le type de contenu le plus important de loin, ce sont les images. Cela signifie que les images représentent le plus gros volume du contenu qui inquiète les gens. Donc, les gens nous transmettaient les messages qu'ils recevaient sur leurs réseaux sociaux. Voici quelques exemples d'images. Du côté gauche, c'est l'image d'une boîte de bulletins de vote à l'arrière d'un pick-up. Il n'avait pas été trafiqué, c'est une photo authentique. Il y a un eurodatage, ça vient de 2015. Donc, pour les élections au Brésil, les élections présidentielles à cette époque. Et c'est l'image la plus courante que nous avons reçue dans le cadre de ce projet. Et elle était accompagnée de différents messages sur les élections. Et c'est la même chose pour les vaccins et la désinformation en général. Donc, on voit une boîte à l'arrière de ce pick-up. Les messages disaient que voilà ce qu'ils font avec nos votes, ils s'en fichent, c'est de la corruption. Et ils disaient ce qu'ils voulaient avec cette image. Nous avons eu beaucoup de captures d'écran. Du côté droit, c'est une capture d'écran de ce qu'il semblerait être une conversation sur WhatsApp. Et cela fait partie de ce que nous devons considérer comme un contenu visuel que nous devons vérifier. Et nous le faisons tous. Il est très facile de faire une capture d'écran et de la partager. Et nous devons nous rappeler également que les plateformes qui proposent des vidéos font partie de cet écosystème qui nous permet de raconter des histoires par les images. Voici une histoire de 2021, cette année, un peu plus tôt, selon laquelle YouTube a éliminé 500 000 messages de désinformation depuis février. Et si on voit cela en parallèle avec les statistiques du côté droit, ce sont les résultats d'un centre de recherche sur la façon dont les personnes aux États-Unis consomment leur contenu. Apparemment, 26% des adultes suivent l'actualité sur YouTube. Et pour beaucoup de gens, le téléphone est leur seul moyen d'accès à Internet. Ils n'ont pas d'ordinateur à la maison, ou peut-être maintenant qu'on ne va pas au bureau, ils n'ont plus accès à leur ordinateur. Et parfois, les personnes qui proposent des nouvelles demandent aux utilisateurs de payer pour pouvoir regarder les actualités, par exemple, sur certaines chaînes de télévision. Et donc, ce que les gens font, c'est qu'ils se tournent vers YouTube pour trouver des réponses ou sur des articles en ligne qui les envoient vers YouTube pour suivre ce genre de contenu. Et si on regarde un peu plus bas, on leur a demandé qu'est-ce que vous utilisez pour suivre l'actualité? Et nous voyons que c'est un partage de pratiquement 50-50. Et dans certains pays, le pourcentage est plus élevé. Je sais par exemple que c'est véritablement le cas dans mon pays d'origine, au Mexique. Mes cousins, ma famille, tout le monde se partage des articles d'actualité sur YouTube parce que c'est plus facile de les consommer sur un téléphone portable. Et on n'est pas obligé de se connecter à une heure précise. Dans le monde entier, nous voyons que c'est la même tendance. Nous voyons que YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus populaire dans le monde. Et il se trouve il est localisé dans plus de 100 pays. Ça veut dire qu'au Mexique, par exemple, le contenu est adapté au public mexicain et c'est pareil aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est le deuxième moteur de recherche le plus populaire. C'est un facteur très important parce que les gens l'utilisent presque comme une façon de trouver des réponses, comme une bibliothèque, ou sans même réfléchir. Ils sont peut-être victimes de l'algorithme de recherche. Donc, c'est comme s'ils demandaient de l'aide à un bibliothécaire. Et nous voyons là quelques exemples récents. Par exemple, du côté droit, nos collègues au bureau d'Australie. Apparemment, un travailleur d'hôtel de quarantaine à Sydney qui aurait testé positif pour le COVID après avoir reçu le vaccin, ce qui peut arriver parce qu'il n'est pas 100% efficace. Donc, toutes ces nuances
ne sont pas prises en compte lorsque les gens postent des images ou des photos. Et regardez sur le côté droit, les gens Rain Democracy Australia qui a mis une vidéo. Évidemment, on ne peut pas la jouer parce que c'est une capture d'écran. Et dans les commentaires, ils disent des choses sur mettre un fin à l'expérimentation et ainsi de suite. Donc, si je regarde cela sur mon compte Instagram, sur mon téléphone, qu'est-ce qui va me marquer? Les images et les commentaires. Et Instagram ne permet pas de mettre des liens dans les commentaires, donc je ne peux même pas copier sur ce lien. Il faut que je le copie, que je le colle sur mon navigateur et ainsi de suite. Du côté gauche, il y a un exemple d'Allemagne. Il y a eu une polémique qui a été vraiment pris beaucoup d'ampleur par rapport au vaccin et quelqu'un qui s'appelle Martin Sichel, qui fait partie d'un parti d'extrême droite en Allemagne. Et la partie en jaune, il aurait dit « Mettez fin à l'expérimentation humaine maintenant ». Regardez les couleurs, regardez l'impact émotionnel de ce message lorsque les gens le verront sur leur écran. Ça, c'est la puissance des images. Également, les images sont plus difficiles à suivre. Nous n'avons pas d'outils, il n'y a pas un très grand nombre d'outils pour les surveiller. Donc, ce que nous devons faire, c'est surveiller les mots qui accompagnent ces images, les commentaires des gens ou les sous-titres. Donc, elles peuvent être vraiment très émouvantes, très captivantes. Également, si vous avez un vidéo de plusieurs minutes, en tant que journaliste, si nous ne regardons pas ce vidéo, par exemple, de 40 minutes, on n'arrivera pas à détecter les morceaux de ces informations qui sont trompeuses. Et surtout quand il s'agit de vidéos qui sont diffusées en streaming, si on ne les suit pas tout de suite, on perd ce contenu. Et voilà un autre exemple sur le vaccin AstraZeneca. Il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont été placées sur Internet. Et donc, il est difficile de suivre ces vidéos pour trouver ces mauvaises informations. Et pendant ce temps, les gens se les envoient de très nombreuses fois, ils le partagent sur toutes sortes de plateformes. Et on perd même les informations contextuelles quant au message initial. Même sur des espaces comme TikTok, ce problème est parfois aggravé par ce que nous appelons la densité de contenu, c'est-à-dire combien de contenu nous recevons par seconde de vidéo. Et cela dépend des couches d'informations et de compréhension qui sont intégrées à une vidéo. Par exemple, dans une vidéo YouTube, il y a l'image qu'on peut voir, le son que nous pouvons entendre, ce que les gens disent. Peut-être il y a une musique de fond et peut-être il y a des graphiques. Sur TikTok, il y a des couches supplémentaires. Par exemple, des sons spécifiques avec des hashtags, des descriptions comme sur d'autres plateformes, mais on peut également avoir une interaction avec le contenu posté par d'autres personnes avec des fonctions comme les collages ou les duos, ce qui signifie que vous pouvez, si des informations sont intégrées à chacune de ces couches, c'est beaucoup de contenu par seconde. Et donc, si nous n'obtenons pas toutes ces couches d'informations lorsque nous regardons la vidéo, c'est pas grave, parce que nous pouvons les regarder plusieurs fois jusqu'à ce que notre cerveau capte tous ces détails. Et, donc, c'est encore un problème parce qu'il faut essayer de comprendre comment fonctionnent ces espaces. Parlons maintenant de comment vérifier. Les 5 piliers de la vérification vont nous aider dans nos recherches, qu'il s'agisse d'une image qui a été postée sur Instagram ou une vidéo sur Twitter, quelque chose sur TikTok. Les questions doivent nous guider dans les différents domaines pouvant faire l'objet de recherche. Donc, la vérification ne signifie pas forcément que nous allons déterminer que quelque chose est faux. En tant que journaliste, chercheur, communicateur, ce que nous voulons faire, c'est vérifier que les choses que nous partageons sont exactes. Donc, nous devons les vérifier nous-mêmes. Parlons donc de ces 5 piliers. Le plus important d'entre eux, c'est le premier, la provenance. Maintenant, pour tous les interprètes, c'est peut-être un mot un petit peu difficile à interpréter. Je ne sais pas quel est l'équivalent en espagnol, mais ce que cela signifie, c'est
quelle est la source du contenu? Est-ce que nous pouvons identifier le parcours de l'information? Une fois que quelque chose a été partagé, il y a peut-être beaucoup d'informations qui se rattachent quant à la communauté qui en est à l'origine. Et lorsque nous savons quelle est la source du contenu, nous obtiendrons beaucoup d'informations. Cela a un rapport également avec la langue du contenu en ligne. Si vous prenez le contenu de quelqu'un, on aura des informations sur cette personne. Donc, lorsque vous trouvez quelque chose en ligne, il faut être sceptique. Il faut se demander, est-ce que c'est là le message d'origine? Si tel n'est pas le cas, est-ce que je peux trouver sa provenance, son origine, pour retrouver la première personne, le premier compte qui a posté ce contenu et qu'est-ce que ce parcours me dit sur cette information? Après cela, lorsque nous avons trouvé la provenance, l'origine, est-ce qu'on peut poser davantage de questions sur la source? Qui l'a envoyé? Est-ce qu'on peut vérifier leur identité? Parfois, c'est très facile. Il suffit de savoir où quelqu'un travaille et d'appeler. On ne peut plus appeler les bureaux maintenant, mais donc on pourrait appeler et savoir si cette personne travaille bien à tel endroit. On peut regarder la date, quand est-ce que le message a été créé, parce que je peux le créer à un certain moment et dire que ça a été aujourd'hui à Londres, mais comment vérifier cela? Quels sont les indices qui nous permettent de vérifier si la date et l'emplacement sont exacts? Et ne vous inquiétez pas, nous aurons des outils pour cela. Et finalement, c'est la motivation qui peut être le plus difficile à déterminer. Quels sont les récits qui se rattachent à ce contenu? La première question qu'on devait toujours avoir présent à l'esprit, c'est la provenance, le premier pilier. Est-ce que c'est là le message d'origine? Comment puis-je le déterminer? Et nous avons une petite rubrique pour savoir comment vérifier les images et les vidéos. Il fait partie de notre guide que vous pouvez trouver sur ce lien, Verification Guide, et, et dans le document que nous allons distribuer en fin de semaine si vous vous êtes inscrit. Et je vais poursuivre encore un peu plus loin ce point de la provenance, parce que trouver l'original, trouver la source et faire cette recherche pour essayer de déceler la source de l'information est vraiment très important. Du côté droit, nous avons une vidéo de l'été dernier ou du mois de mars de l'année dernière qui montre un patient qui avait le corona qui se serait échappé de l'hôpital. Quels sont les indices que nous avons? Déjà, la qualité n'est pas bonne, donc c'est peut-être pas l'original. Il y a quelque chose qui a été ajouté en arabe. Apparemment, c'est la traduction de patient qui atteint du corona qui s'échappe d'un hôpital. Et cela nous montre que ce n'est sans doute pas l'original. Donc, si nous recherchons pour trouver la source, cela va beaucoup nous aider. Si vous voulez approfondir cet exemple, je vous invite à vous inscrire pour la séance de récapitulation vendredi où nous irons un petit peu plus loin avec cet exemple. Pour commencer, le premier outil le plus facile à utiliser s'appelle la recherche inversée. Il y a plusieurs endroits où nous pouvons utiliser des recherches inversées. Google, par exemple, Bing. Et il est important de se rappeler que il n'y a pas que Google pour faire des recherches inversées parce que chaque algorithme est différent. Et ce que cela signifie, c'est que parfois nous obtenons des résultats différents. Et sur un endroit particulier, on va peut-être trouver les réponses qu'il nous faut. Google a 3 sections. La première, c'est pages qui correspondent aux images. Donc, par exemple, du côté droit, c'est l'image d'un politicien à San Francisco qui se fait vacciner. Et si on fait une recherche inversée, on va trouver les messages qui se rattachent à cette image. Cela nous permet de savoir qui a publié cette image et qu'est-ce que cela signifie, comment cela nous permet de valider l'information. Il y a également, ah oui, ça c'est la même chose. Donc, on peut voir cette recherche. Il y a également un autre aspect, page qui inclut des images semblables. Donc, Google est devenu tellement efficace pour essayer de vous donner ce que vous cherchez et donc
cette section d'images qui ressemble n'est plus vraiment très utile. Voyons ici une image de professionnels de la santé qui attendent de se faire vacciner. Et si on fait une recherche inversée sur Google, il va essayer de nous donner d'autres exemples de situations qui lui ressemblent. Et cela ne correspond pas forcément à l'image que je recherche. Donc, au lieu d'être utile, cela n'est pas vraiment intéressant pour le travail que nous faisons. Si nous regardons Yandex, par exemple, c'est la version russe. Yandex recherche des indices visuels qui ressemblent à l'image sur laquelle nous faisons la recherche. Donc, cela peut être utile. Et Bing nous montre différents résultats que les autres. Donc, il est important de se rappeler cela. Tinai est un site web qui nous permet de faire des recherches d'images avec un jeu de données plus réduit. Mais il est très efficace avec les avatars, donc les logos, les icônes que les gens utilisent pour leurs photos de profil. Et il est très efficace également avec les appareils portables. Donc, si vous voulez vérifier quelque chose lorsque vous n'êtes pas au bureau ou chez vous, il est très facile de faire cette recherche et de voir les résultats. Ici, par exemple, nous avons un compte qui s'appelle GMB Impressa, qui utilise toutes sortes de hashtags contradictoires. Certains qui disent vaccin, l'autre blessure vaccin, l'autre préjudice vaccin. Et il y a un autre qui lui ressemble, qui appartient à une autre organisation. Le logo est différent. Donc, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais cela nous permet d'ajuster nos recherches. Il y a un outil qu'on peut ajouter à Google qui s'appelle Reverse Image Search. Où que vous soyez sur Internet, que vous regardiez un message sur Instagram, ce tweet ou un message sur un blog, vous pouvez faire CTRL-clic ou clic avec le bouton droit. Il va vous envoyer à l'un de ces moteurs de recherche pour faire cette recherche. Et elle va ouvrir des onglets différents pour chacune de ces recherches. Donc, vous pouvez le faire en plein milieu de votre travail et comparer les résultats. Il y a quelque chose de semblable pour les vidéos parce que les vidéos sont problématiques. Il y a InVid qui décompose les vidéos en vignettes et ensuite cela nous permet de faire des recherches inversées sur les images. Il montre également les données de base associées à ces vidéos et il utilise un traitement de langue automatique. Par exemple, il y a un tweet avec 300 commentaires. Il va chercher des commentaires qui disent, par exemple, fausse vidéo ou cette vidéo est truquée, ce qui peut vraiment être utile pour trouver ce que nous cherchons. Et donc, ils vous permettent de trouver des informations particulières. Maintenant, vérifiez les sources. Quelques questions de base à se poser sur les sources. Alors, je vais être très rapide parce que nous avons une séance complète consacrée à ce sujet. Et je vous la recommande parce que nous allons approfondir certains des outils que nous utilisons pour vérifier les comptes, l'identité des gens et ce qu'ils prétendent être en ligne. Donc, nous allons examiner ce même genre d'indices que pour les images et les vidéos. En ce qui concerne la date, il est important de se rappeler, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à tout écrire, nous aurons un document que nous vous remettrons. Les dates que nous voyons sur les différentes plateformes de réseaux sociaux ne sont parfois les mêmes que les dates auxquelles les messages sont postés. Par exemple, sur Facebook, on voit l'heure et la date du fuseau horaire sélectionné sur votre ordinateur ou votre appareil. Donc pour moi, par exemple, c'est le fuseau GMT parce que j'habite près de Londres, mais pas dans le fuseau horaire de la personne qui a posté le message. Et donc parfois, lorsque nous faisons une recherche pour un autre pays, il est important de savoir à quelle heure, à quelle date l'utilisateur d'origine a posté son message est très important. Donc, il est important de connaître ces différences entre les différentes plateformes et la façon dont elles affichent l'heure et la date. L'emplacement, la géolocalisation signifie que nous voulons vérifier l'endroit depuis lequel un message a été posté. Du côté droit, nous avons un exemple de quelqu'un aux États-Unis, un de mes collègues qui a créé cela et cela a l'air légitime, mais ce n'est pas légitime du tout. Donc, une personne dans un hôpital, l'hôpital métropolitain de New York,
Mais en réalité, cela a été posté depuis le Connecticut. Mais sur Instagram, nous n'avons pas de filtre pour faire cela. Donc, je pourrais, par exemple, prendre une photo avec mon chat maintenant, dire que c'est un Nairobi au Kenya, et la plateforme me permet de le faire. Donc, il faut toujours vérifier de manière indépendante. Donc, il est toujours important de poser des questions, d'interroger pour savoir quel est l'emplacement de ces contenus. Y a-t-il d'autres images de ce même espace? Y a-t-il des indices sur la photo, dans la vidéo, qui nous permettent de déterminer où se trouvent les gens, où elle a été capturée? Euh, les immeubles n'ont pas la même apparence à Paris et au Nicaragua, par exemple. Donc, ce sont des indices que nous pouvons utiliser pour approfondir nos recherches. Nous avons un guide essentiel complet disponible sur notre site web en anglais, français, espagnol, italien, portugais et hindi. Et vous pouvez y accéder sur notre page de formation.